Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le groupe Avenir en Confiance, c'est le groupe le plus important du Congrès, avec 18 élus. C'est quoi le rôle du chef de groupe? Qu'est-ce que vous devez faire et en quoi ça consiste exactement? Écoutez, le chef de groupe, il est là pour animer ce groupe du Congrès et puis accompagner les élus dans le travail qu'ils mènent au Congrès. Alors difficile, non, c'est pas difficile, c'est une chance parce que on a au Congrès, dans nos 18 élus, des personnes particulièrement motivées et compétentes. Si vous me permettez, parce que le groupe c'est important et puis il me tient à cœur, parler d'une Françoise Suvet qui est adjointe au maire de Nouméa, particulièrement impliquée sur des sujets de développement durable, d'environnement. On a des personnalités comme Nadine Jalabert qui a consacré une partie de sa vie à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est aujourd'hui présidente de la commission idoine du Congrès. Un Guy-Olivier Cuénaud, chef d'entreprise, qui a à cœur la réforme, la relance économique. J'en cite quelques-uns encore parce que nous sommes 18. Mais c'est beaucoup de nouveaux élus aussi, donc c'est pas un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément les codes de la vie politique? Alors non, parce que ce sont des élus qui, effectivement, dans leur vie, ont été très impliqués sur un certain nombre de sujets dans la société civile. Je pense, par exemple, à Lionel Brinon sur le développement rural. Je pense à des personnalités du Nord comme Alcide Ponga, Pascal Montagna, qui ont à cœur, effectivement, l'intérêt général, la construction et l'avancement des projets pour les Calédoniens. Et puis des nouveaux élus, vous le disiez, c'est vrai, un peu plus jeunes, Naya Wateou, Laura Vandegou. Donc un ensemble de personnalités très impliquées, une Muriel Malfar par exemple, nouvelle élue mais néanmoins très impliquée sur les sujets de logement par exemple, qui ont une véritable expérience de la vie dans la société civile et qui ont envie maintenant de le porter à un autre niveau. Alors 18 élus, 16 de la province sud, 2 de la province nord et en fait 3 partis politiques qui se retrouvent. C'est pas un peu compliqué de mettre du liant dans tout ça? C'était l'enjeu de notre campagne, quand nous avons fait l'Avenir en Confiance, d'unir ces 3 partis politiques non indépendantistes. C'était une grande attente des Calédoniens que nous arrivions à parler d'une seule voix, du côté non indépendantiste, pour que les divisions que nous avons pu connaître ces dernières années et qui nuisaient à la clarté de notre message prennent fin. Et nous l'avons fait, je crois que ça a été un peu plébiscité, donc nous avons à cœur que cela dure et d'assurer la solidité de cette union. Mais à la fois, tout le monde dit que ça ne va pas durer forcément. C'est une crainte que vous avez ou vous estimez que les fondements sont assez solides pour vous permettre effectivement de continuer à exister sous cette forme? Nous devons travailler chaque jour à maintenir cette union. Nous devons avoir le dialogue et les discussions nourries entre nous. Il peut y avoir des nuances, mais vous savez, notre force, c'est d'avoir sur les fondamentaux finalement le même ADN, la même volonté de redresser la Calédonie dans la situation que nous vivons et l'héritage très lourd que nous avons. Et puis aussi, bien sûr, de maintenir la Calédonie dans la France. Je crois que nous avons besoin encore plus aujourd'hui de France en Nouvelle-Calédonie. Tous les sujets que nous portons le démontrent. 18 élus, le groupe le plus important du Congrès, parce que c'est la conséquence de votre victoire aux élections provinciales du 12 mai. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de cette victoire? À titre personnel, j'ai été heureuse, mais pas forcément surprise. Je sentais dans la population un tel mécontentement vis-à-vis de la gestion qui était faite, une telle volonté de changement. J'avais le sentiment que nous pouvions réunis, effectivement incarner ce changement. Et donc, c'était évidemment une grande satisfaction. Nous sommes très honorés de ce mandat que les Calédoniens nous ont confié, avec néanmoins pas de majorité absolue, 40% des voix en province sud, 33% à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, si nous associons l'ensemble des élus, les 18 élus Avenir en Confiance, agissons pour le Nord au Sud et au Nord et AEC au Sud, 33% à l'échelle de la Calédonie. C'est important, mais ça n'est pas une majorité au Congrès, comme vous le savez. Et en même temps, vous n'attendiez pas un tel effondrement de Calédonie Ensemble, ça a été un peu la surprise quand même pour tout le monde. Vous l'aviez vu venir, vous, ou non? Vous savez, lorsque je vois l'attitude de Philippe Gomez face au sein du conseil d'administration d'Air-Ahmed de s'accrocher à une partie de pouvoir contre une volonté démocratique, je crois que ce type d'attitude est sans doute à l'origine de l'effondrement de Calédonie Ensemble dans la façon d'appréhender les Calédoniens et le manque de respect vis-à-vis d'eux. Donc je crois que la chute de Calédonie Ensemble, et de Philippe Gomez en particulier, est sans doute liée à ce type d'attitude qui est finalement un non-respect du choix démocratique des Calédoniens. Alors vous ne disiez pas de majorité au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et même
le président du Congrès, est indépendantiste. Avec le recul, est-ce que vous n'auriez pas pu éviter cette situation? Est-ce que s'il y avait eu des discussions préalables, plus de recherche de consensus, justement, le Congrès de la Calédonie aurait pu être présidé par un non-indépendantiste? Je pense qu'on a pu être surpris, et les Calédoniens ont pu être surpris de la répartition institutionnelle suite aux élections et au score dont j'ai parlé précédemment, qui mettait quand même une force politique bien en avant, en l'occurrence la nôtre. C'est vrai que ça fera sans doute l'objet de nos discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, cette gouvernance, avec une impression que la Calédonie est difficilement gouvernable. Vous avez vu le temps que nous avons mis pour mettre en place notamment notre gouvernement. Néanmoins, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, face à la crise que nous vivons, économique, budgétaire, sociale, les difficultés que nous avons, déficit du RUAM, difficultés à la SLN, crise donc économique, je disais, la mise est vraiment sur la solidarité nécessaire, transpartisane, entre les élus politiques de la Nouvelle-Calédonie, pour ne plus continuer cette fuite en avant qu'il y a eu ces dernières années, mais pour assumer nos responsabilités face à des sujets majeurs que nous devons gérer collectivement. Et pour finir sur ce sujet, donc dépasser cette répartition, pour finir sur ce sujet, je crois que la volonté de Thierry Santa, en tant que président du gouvernement, et il l'a affirmé, c'est vraiment de revenir à la source des accords, en remettant à l'ordre du jour cette collégialité qui faisait l'objet de discussions nourries, mais qui aboutissaient à des discussions communes, à des décisions communes. Eh bien, je crois que c'est fondamental, et la situation qui est la nôtre aujourd'hui nous impose cette solidarité, cette unité nécessaire entre les élus politiques. Le partage des responsabilités, c'est plutôt un atout dans la période qu'on vit. C'est une nécessité, c'est un atout. C'est ce que nous avons su faire, par exemple, avec l'éveil océanien. Vous savez, les Calédoniens ont choisi leurs représentants le 12 mai. Ils sont donc tous légitimes et nous composons donc avec l'ensemble de ces légitimités. Et l'éveil océanien, effectivement, partage un certain nombre de responsabilités avec nous aujourd'hui. Mila Tukumudi est donc vice-président de la province avec des secteurs importants. Comment dire, notamment, par exemple, tout ce qui est social. Vaimoa Mouliava est membre du gouvernement, lui aussi, avec des secteurs importants, celui du logement, celui de l'urbanisme. Des secteurs, d'ailleurs, qui étaient importants pour eux, puisqu'ils ont fait campagne sur le fait qu'il y avait des difficultés, une fracture sociale en Nouvelle-Calédonie, et que les inégalités devaient trouver des solutions. Mais quelles sont vos relations avec ce parti qui a émergé donc à l'occasion du 12 mai? C'est l'éveil océanien qui a voté pour les indépendantistes au Congrès. Ensuite, ils font liste commune avec vous pour le gouvernement. Comment est-ce que vous gérez cette spécificité qui est la leur, et comment est-ce que vous travaillez avec eux? En confiance, ou est-ce qu'il y a quand même quelques méfiances du fait de l'attitude qui a pu être la leur avant? Je crois qu'il s'agisse de l'éveil océanien ou des indépendantistes au gouvernement, le président du gouvernement a vraiment souhaité travailler à la fois avec tout le monde, écouter tout le monde, prendre des décisions ensemble. Il n'y aura pas forcément toujours de consensus, mais l'idéal est d'y arriver. Et je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, la situation que la Calédonie vit nous force au pragmatisme et à la solidarité, et à avoir tout simplement du bon sens dans la réduction, le solutionnement de nos différents problèmes, dans le sens de l'intérêt général des Calédoniens. Parce qu'il faut 28 élus au Congrès, pour 28 voix au Congrès pour adopter un texte. Comment est-ce qu'on les trouve? Alors, Rocco Mittan a parlé de majorité océanienne. Vous parlez quoi, de majorité d'idées, de majorité de projets? Comment est-ce qu'on fait pour trouver une majorité quand aucun groupe ne l'a à lui seul? Je crois que le redressement de la Calédonie, une majorité sur toutes les orientations qui permettront le redressement économique de la Nouvelle-Calédonie, le bien-être des Calédoniens, sera au cœur de nos préoccupations. Vous voyez, je prends un exemple très concret. Nous sommes réunis 2 fois en séance publique depuis le début de cette mandature au Congrès. Il y a eu 2 sujets qui sont venus sur la table. Celui de la structure éducative contenante, vous savez, en matière de délinquance, alors qu'il y avait quand même des avis très réservés au départ. Il y a eu un avis à l'unanimité favorable pour l'étude concernant cette structure éducative contenante. Hier, nous avons donné un avis sur une réforme de la justice des mineurs. Il y a eu unanimité des élus du Congrès. Il y a un grand travail fait en commission, qui est un travail de dialogue, d'échange, d'affirmation de ses intentions. Et je crois que quand le bon sens et le pragmatisme est sur la table, il y a des bonnes volontés en Nouvelle-Calédonie, dans tous les camps, pour permettre de faire avancer les sujets. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, et nous prendrons le temps nécessaire à cet effet pour effectivement porter au Congrès les projets du gouvernement et les différentes orientations. Alors l'un des faits politiques des dernières semaines, c'est également la division des indépendantistes, qui a toujours existé, mais qui là éclate en plein jour. On l'a vu notamment
avec l'épisode de l'élection du vice-président du gouvernement. Comment ça se traduit pour vous? Est-ce que ça a des conséquences dans votre travail avec les indépendantistes, avec l'un ou l'autre groupe? Comment est-ce que vous gérez ça à votre niveau? Alors c'est sans doute dommageable. Ça a été à l'origine de la décision des 4 membres à venir en confiance du gouvernement et du membre de l'éveil océanien que de voter pour le vice-président indépendantiste qui était le mieux placé, qui avait le plus de membres du gouvernement en respectant la légitimité pour que le gouvernement soit pleinement en exercice. Notre volonté, nous ne pouvons plus attendre face aux urgences qui sont devant nous aujourd'hui et nous devions avoir un gouvernement pleinement en exercice pour redresser la Calédonie. Les Calédoniens vivent des situations difficiles. Nous ne pouvons pas les laisser sans décision politique. Et vous avez vu, il y a eu un temps relativement long. Le gouvernement a été quand même bloqué un certain temps. Donc, par exemple, là, vous avez un cas concret. Nous avons pris la décision collectivement et au sein de l'Avenir en Confiance et Éveil Océanien de débloquer cette situation. Et au Congrès, ça va se passer comment? Puisque là, il y a aussi 2 groupes indépendantistes qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Vous pouvez travailler alternativement avec l'un ou l'autre? Je crois qu'on travaille avec tout le monde au Congrès, vous savez, très concrètement, pour ne rien vous cacher, dans les commissions, on voit qu'il y a de la bonne volonté et puis ensuite l'envie d'avancer sur des débats d'idées. On a quand même à cœur l'intérêt de nos populations, toutes confondues. Donc on trouve des majorités d'idées, effectivement, et il faudra bien défendre nos intentions, nos orientations et nos idées. Au sein de l'Avenir en Confiance, les 18 élus du Congrès sont déterminés à soutenir l'action du gouvernement avec différents sujets que nous pouvons évoquer ensemble, mais notamment la relance économique, le déficit des comptes sociaux et toutes les problématiques qui sont sur la table aujourd'hui. Même si le gouvernement collégial, encore une fois, prend des décisions et ne trouve pas toujours la majorité au Congrès pour les voter, comment vont se passer les relations, selon vous, entre le Congrès et le gouvernement? Parfois, ça a été un peu tendu. Est-ce que ça risque de l'être cette fois-ci avec un président indépendantiste d'un côté, non indépendantiste de l'autre et des majorités un peu différentes? Alors moi, je ne le crois pas. On a un président du gouvernement qui a une personnalité particulièrement apte au consensus et à trouver les équilibres. Il s'est positionné ainsi dès sa candidature pour effectivement présider notre exécutif calédonien. Nous avons au Congrès des élus de toutes origines, professionnelles, culturelles, mais qui sont aussi de bonne volonté. Et nous allons travailler ardemment pour qu'il n'y ait pas de blocage de posture. Nous devons dépasser les idéologies aujourd'hui et être vraiment sur l'intérêt général, le pragmatisme, le bon sens. Vous savez, de notre côté à nous, on est quand même convaincus que si on arrive à régler aussi un certain nombre de problèmes de la société calédonienne, on pourra peut-être voir plus sereinement le 2e référendum qui est au-dessus de notre tête et peut-être que davantage de Calédoniens voteront non à l'indépendance parce qu'ils verront que leurs problèmes seront réglés. C'est notre vision des choses. Il faut que nous nous attelions et du côté indépendantiste, ils doivent aussi et ils ont en responsabilité les populations de la Nouvelle-Calédonie, donc ils doivent s'atteler aux problèmes. Alors vous avez été élu notamment sur l'engagement d'une relance économique. Vous avez beaucoup parlé du fameux choc de confiance pendant la campagne. Comment est-ce que vous pouvez réaliser cette promesse alors que tous les chiffres sont mauvais, que tout le monde dit que la situation, que les choses ne vont pas bien, que les finances sont dans un état épouvantable? Vous n'avez pas de recette miracle, vous allez faire quoi? Alors, vous faites bien de le dire. Nous avons un héritage, je le disais tout à l'heure, très lourd. Nous avons une crise effectivement économique qui est notamment liée, car tout est lié à une crise budgétaire. Je prends un exemple très concret. Si je dis que je gagne 300 000 francs et que je n'en gagne 200 000 seulement, et que je dois vider mon compte épargne, mon livret A, pour pouvoir cacher cette imposture, à la fin de l'année, il est certain que j'ai un problème. Eh bien, depuis ces dernières années, nous avons la présentation de budgets insincères avec des recettes surévaluées. Je pense notamment à la TGC, dont le rendement n'est pas du tout ce qui avait été prévu, avec notamment le prélèvement au sein de nos établissements publics de budgets conséquents qui masquent les budgets qui ne sont pas à l'équilibre pour le territoire. Tout ça conduit au fait que la situation est grave et le membre du budget, Yoann Lecourrieu, au gouvernement, a cette lourde tâche que de retrouver de l'équilibre. Il est adjoint, bien sûr, du président. Enfin, le président du gouvernement suit ces dossiers de près, mais aussi le membre du gouvernement en charge de la relance économique, Christopher Gigès, qui s'est attelé, dès sa prise de fonction, à ce sujet prioritaire. Il y aura des solutions. Vous savez, il est en train de travailler à cela aujourd'hui et au Congrès, nous allons être,
recevoir ces orientations sans doute avant la fin de l'année. Nous avions dit dans notre campagne qu'il y avait la loi de programmation fiscale. Il faut donner de la visibilité aux chefs d'entreprise aujourd'hui. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Il faut une simplification administrative. Les procédures sont très lourdes et finalement entravent la progression de notre économie. Il y a beaucoup de milliards à trouver et je voyais l'article de Roch Wamita en disant que l'État devait nous accompagner. Vous savez, je crois qu'on n'a pas forcément besoin de quémander auprès de l'État aujourd'hui. Des dispositifs existent. Notamment, je pense au contrat de convergence, au plan de convergence, dans le cadre de la loi égalité réelle des Outre-mer. Il y a des fonds européens, il y a des fonds internationaux. La Calédonie doit se positionner. Et je pense que Christopher Gigès, le président du gouvernement, le membre en charge du budget, Yohann Le Courrieu, sont très proactifs en la matière pour que nous puissions capter ces fonds dont nous avons particulièrement besoin en ce moment. Quand on parle d'un grand emprunt pour financer des grands projets, c'est quelque chose, c'est une piste qui vous paraît réaliste, qui est à l'étude actuellement, ou c'est trop tôt? Ça faisait partie des pistes qui n'étaient pas en opposition entre, notamment les indépendantistes l'avaient évoqué, mais nous aussi. Il y a aussi cette politique des grands travaux, qui faisait l'objet de plus ou moins de consensus entre indépendantistes, non indépendantistes, selon les groupes. Donc effectivement, c'est un ensemble de pistes que nos membres du gouvernement vont travailler ardemment pour trouver les solutions. Un des autres grands dossiers sont les comptes sociaux et le déficit du ROAM. Là aussi, on a l'impression qu'il y avait vraiment urgence il y a quelques mois, que le temps de la campagne, on a mis tout ça sous le tapis et que maintenant, le problème va forcément ressurgir dans les semaines qui viennent. Et là, quelle est la solution ? Vous savez que c'est le président du gouvernement qui s'est, je dirais, sacrifié et qui a donc pris ce secteur et ce sujet difficile des comptes sociaux. Il n'était pas très envié, je dois bien le dire, et Thierry Santa, au regard de la priorité que constitue ce déficit du RUAM et de nos comptes sociaux, a souhaité le plus rapidement possible tenter de trouver des solutions à cela. Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord la priorité immédiate, dans les semaines et les mois à venir, de trouver de la trésorerie pour faire fonctionner nos établissements hospitaliers. Et puis, il y a dans un second temps la nécessaire réforme de notre système de santé. Le gouvernement a retiré les textes qui étaient sur le bureau du Congrès pour les retravailler avant de les reproposer. Est-ce que c'est pas une perte de temps ? Non, parce que je crois qu'il y a un nouveau gouvernement. Il est légitime à proposer, lui, cette réforme de notre système de santé en lien avec Valentine Rissouquet, qui a ce secteur au gouvernement. Et donc, il y a une nécessité aujourd'hui qu'il puisse se repositionner sur cette réforme et effectivement la proposer aux élus du Congrès de manière à ce qu'à l'aube 2020, nous ayons un système de santé plus opérationnel. Vous savez, il y a cet objectif calédonien d'évolution des dépenses de santé qui est envisagé dans cette réforme. Il est indispensable. Il y a cette autorité indépendante de régulation qui doit être mise en place, qui pourrait restructurer le fonctionnement du système de santé en Calédonie de manière plus rationnelle. Tout cela est nécessaire. Donc, je crois que voilà, c'est une priorité. Il faut trouver tout de suite la trésorerie, puis ensuite mettre en place une réforme qui assure la pérennité de notre système de santé et de nos comptes sociaux. Et ça ne passera pas forcément par l'augmentation de taxes pour les Calédoniens, puisque c'est aussi l'un des engagements que vous avez pris, qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts a priori. Vous allez arriver à réaliser tout ça à la fois ? Alors c'est difficile, vous savez qu'il y a une réforme, je vous disais, la loi de programmation fiscale va réformer. Nous l'avions dit pendant notre campagne, que la TGC soit simplifiée. Mais effectivement, on n'a pas de volonté d'alourdir, au contraire, les taxes des Calédoniens. Il nous faut trouver du pouvoir d'achat pour eux aujourd'hui dans une situation difficile. Après, il est évident que nous allons avoir, et le gouvernement particulièrement, à prendre des décisions courageuses parce que nous sommes au pied du mur. Nous héritons de cette situation extrêmement problématique et que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Par conséquent, il y aura nécessité sans doute à ce que des décisions courageuses soient prises. On verra ça et à trouver une majorité pour les faire adopter en plus. Autre sujet de préoccupation, la délinquance juvénile, la délinquance des mineurs en Nouvelle-Calédonie. Vous en parliez tout à l'heure, le Congrès a donné un avis favorable hier à un projet d'ordonnance sur la réforme de la justice pénale des mineurs. Là aussi, c'est un sujet qui fait l'unanimité. Comment le résoudre ? Quelles sont les propositions qui peuvent entrer en vigueur ? On a là un bel exemple de collégialité trouvée au Congrès sur ces sujets. La délinquance des mineurs, la Calédonie est particulièrement touchée. Une très forte augmentation de cette délinquance, mais surtout de délinquance mineure en particulier. Nous avions effectivement à donner un avis sur une réforme du Code de la justice pénale des mineurs. Et effectivement, cette réforme consistait à diminuer les délais de traitement par la justice
des cas. Maximum 3 mois pour le premier jugement de culpabilité, 6 mois au maximum pour le prononcé de la peine, et surtout beaucoup de mesures probatoires entre ces deux audiences, de façon à ce que le jeune ne soit pas en maison d'arrêt où finalement il n'évolue pas beaucoup, ou dans la nature, mais qu'il y ait des travaux de réparation, des modules de placement, d'insertion qui soient proposés. Notre particularité a été de nous mettre d'accord en Nouvelle-Calédonie pour proposer à l'État une dérogation pour la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que les autorités coutumières soient particulièrement associées au traitement de ces jeunes délinquants, notamment dans les modules de réparation, et que finalement ces responsables coutumiers soient totalement responsabilisés vis-à-vis de cette jeunesse. Ça n'est pas un mystère que parmi les délinquants, une très large majorité soit d'origine kanak. Il y a une perte de repères vis-à-vis d'un monde occidental, vis-à-vis d'un milieu, d'une autorité coutumière qui a perdu un peu justement de son autorité ces dernières années. Et donc responsabiliser les coutumiers et remettre ces jeunes face à cette autorité coutumière nous a tous semblé nécessaire, car c'est un problème qui nous concerne tous. C'est notre jeunesse dont il s'agit. Alors, autre sujet d'actualité, le conseil d'administration d'Eramet qui a donné finalement un sursis à la SLN. Alors c'est incontestablement une bonne nouvelle, mais en fait la société n'est pas sauvée. Il reste encore beaucoup d'étapes à franchir. Non, je dirais que c'est quand même une grande bouffée d'oxygène pour la société SLN. Vous savez, il y a eu une impulsion politique. La présidente de la province sud, les deux membres du gouvernement, Thierry Santa, Christopher Gigès, et puis la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qui sont liés à cette situation SLN, ont mis en place un comité de coordination pour plan de sauvetage de cette SLN. Nous l'avions dit. Certains ont parlé de coûts de communication et non pas d'impact réel. Je crois que l'impulsion politique est décisive. Elle est décisive. Montrer qu'en Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des responsables politiques veulent sauver soldats SLN. Je vous rappelle que c'est 15,5 milliards de masse salariale. Et c'est plus de 6 milliards versés à la CAFAT sous le biais des prestations sociales. Ça veut dire des cotisations sociales. Ça veut dire que ça doublerait le déficit du RUAM si la SLN mettait clé sous la porte. Donc c'est un sujet majeur pour la Calédonie. Face à ça, les politiques avaient nécessité à donner une impulsion. 2 des 3 piliers du plan de redressement de SLN ont été mis en œuvre. L'autorisation des exportations, le plan de restructuration des emplois avec les 147 heures sur mine où les salariés ont donc fait des efforts. Il y a maintenant le coût de l'électricité et Christopher Gigès, qui est en charge au gouvernement du secteur énergie, est en discussion aujourd'hui pour trouver rapidement cette solution. Donc ça va nous permettre, ces mois où on repousse la décision, qu'un certain nombre de mesures soient mises en œuvre pour effectivement que SLN puisse se redresser. Puis vous savez, on a au moins une bonne nouvelle, c'est effectivement l'élévation des cours du nickel actuellement, ce qui pourrait être un petit coin de ciel bleu dans cet horizon assez sombre. Vous êtes optimiste ? Il faut être optimiste, en tout cas il faut s'atteler à la tâche pour que la situation s'améliore. Nous avons aussi une responsabilité à jouer localement. Alors au chapitre institutionnel, l'Avenir en confiance a demandé très tôt l'organisation le plus tôt possible du second référendum. Tout le monde ne comprend pas bien pourquoi plus tôt, pourquoi le plus tôt possible, qu'est-ce que ça changerait. Au pire, le référendum aura lieu en novembre 2020. Est-ce que vraiment c'est important de le faire le plus vite possible ? Oui, c'est important parce qu'il faut réduire le délai d'incertitude. Nous sentons que cette instabilité politique liée à ce référendum fait partir un certain nombre d'investisseurs. Et puis de particuliers même. Donc elle crée une défiance vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que notre avenir n'est pas clair tant que finalement la décision n'est pas allée au bout de ces référendums. Et donc pour nous, il y a nécessité à les organiser le plus tôt possible pour pouvoir construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, redonner confiance à l'ensemble des acteurs économiques et des Calédoniens tout court. Donc, l'idée, c'est que ce soit au cours du premier semestre 2020, en fait. Oui, absolument. Ça vous paraît jouable ? Ça nous paraît jouable. L'État, effectivement, nous avance des difficultés de constitution des listes électorales. Vous savez, on a beaucoup travaillé sur ces sujets ces dernières années. Une majorité des Calédoniens sont aujourd'hui inscrits sur la liste de la consultation. Donc, il faut, à mon avis, ne pas tarder et effectivement réduire ces délais d'incertitude pour projeter la Calédonie vers autre chose que cette incertitude institutionnelle. Parce que la question des listes électorales, dont on a effectivement beaucoup parlé, elle n'est pas encore complètement réglée. D'abord, il y a des modifications à apporter pour le second référendum. Et ensuite, on a entendu Roch-Comitan demander un audit de la composition des listes, expliquer que la liste n'était pas encore conforme à ce qu'il souhaitait. Ça veut dire que c'est une question qui n'est pas réglée encore.
Elle ne le sera, je crois, jamais totalement. Mais vous savez, vu le nombre d'audits, le nombre de contrôles qu'il y a eu sur ces listes électorales, nous devons avoir les listes électorales les plus sincères du monde. Simplement, vous avez raison de le dire, pour le premier référendum, nous avions demandé et obtenu que, au-delà des statuts coutumiers, qui étaient personnes ne relevant du statut coutumier qui étaient inscrites d'office sur la liste du référendum, eh bien, les Calédoniens qui ne sont pas de statut coutumier, le soient aussi, dès lors qu'ils ont 3 ans de présence sur le territoire. Nous l'avons obtenu, sauf que la loi organique en particulier, a été changée uniquement pour le premier référendum. Donc il va falloir à nouveau pour le second référendum, parce que nous voulons qu'il se produise dans le même contexte de liste électorale, modifier la loi pour que ces personnes nées en Calédonie et qui ont 3 ans de présence, qui ne seraient pas encore inscrites pour certaines d'entre elles, puissent aussi être inscrites automatiquement, sans démarche à accomplir. Et les propos de Rocco-Huiton ne vous feront pas craindre une nouvelle crispation des indépendantistes sur ce sujet ? Il ne le faudrait pas, alors c'est de leur responsabilité, mais il ne faut pas de crispation dans la période que nous allons vivre, nécessité de relancer économiquement la Calédonie, redressement de nos comptes sociaux, sauver le soldat SLN, mettre en place ce deuxième référendum. Je vous rappelle aussi que nous avons une élection municipale au mois de mars, qui, effectivement, les élections en général sont parfois source de débats, donc... Non, il ne faut pas de crispation. Nous avons un comité des signataires deuxième quinzaine du mois de septembre, où les questions de date, de liste électorale et puis de relance économique aussi seront à l'ordre du jour. Concernant le référendum, toujours, on a entendu les prises d'opposition de Philippe Gomès, Philippe Dunoyer et Gérard Poadja, qui estiment que les prochains référendums ne feront qu'aggraver les tensions au sein de la société calédonienne et dégrader la situation économique. En gros, ils estiment qu'il ne faudrait pas faire ces référendums. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce que finalement, c'est une position qui est pas si loin de celle que vous avez pu défendre par le passé. Oui, au sein du Rassemblement, par le passé, nous avons défendu qu'au lieu d'aller à ces référendums, il puisse y avoir un vote sur une solution, d'accord ? Sauf qu'à l'époque, Philippe Gomès était totalement opposé, et Calédonie Ensemble, à cette solution, et donc ne s'est pas rallié à cette cause, et tardivement, bien tardivement, aujourd'hui, il remet ce sujet sur la table, alors que, la décision a été prise d'organiser ces référendums. Donc, c'est un peu tardif comme réaction. Nous disons que ces référendums sont là aujourd'hui, au sein de l'Avenir en Confiance, qu'il faut les gérer le mieux possible. Vous savez, nous, au sein de l'Avenir en Confiance, nous allons faire un travail important pour aller convaincre notamment les abstentionnistes. Il y a 24 000 abstentionnistes lors du référendum, dont 17 000 sur les communes de l'agglomération. Et nous allons faire ce travail pour aller convaincre ces abstentionnistes que nous avons besoin de France en Nouvelle-Calédonie et qu'il faut faire le bon choix. L'objectif, c'est d'améliorer encore le score du non lors du deuxième référendum ? Bien sûr. Nous avons une marge de progression, nous le pensons. Et nous faisons ce gros travail sur les abstentionnistes aujourd'hui pour essayer un peu d'analyser la situation et de voir aussi s'ils sont jeunes, moins jeunes, plutôt dans quelle communauté. Nous faisons ce travail et ensuite nous allons effectivement faire une campagne au sein de l'Avenir en Confiance pour aller convaincre ces indécis. La date de ce référendum, est-ce qu'elle sera fixée lors du prochain comité des signataires ? Et qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous avec le Premier ministre ? Il y a des fois, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que cette fois-ci, ça vous paraît utile ? Il y a nécessité à fixer effectivement la date du référendum. C'est un impératif et ça doit se faire en comité des signataires. Donc rien que pour ce sujet déjà, même si c'est une formalité, mais ça risque de donner lieu à des débats. Alors j'ai entendu Pierre Chanel-Toutougoro, qui est le chef de groupe au congrès de l'UC, dire que lui aussi il voulait que ça se passe le plus rapidement possible. Et puis les indépendantistes l'ont demandé également, la tenue de ce référendum. Donc fort à penser qu'on va trouver un consensus, mais nous ne voulons pas que ça soit trop tard. Nous voulons effectivement que ça soit le plus tôt possible, car vous le savez, ce deuxième référendum, ensuite, ouvre la possibilité d'un troisième. Donc, ce calendrier institutionnel calédonien est sans doute le plus compliqué au monde. Le comité des signataires permettra également de régler éventuellement quelques questions économiques, éventuellement de voir si l'État apporte ou non son soutien à la Nouvelle-Calédonie ? Oui, c'est toujours l'occasion, ces comités des signataires, que l'État effectivement s'engage plus fortement quand on est en contact direct. Et effectivement, je pense que le gouvernement aura un certain nombre de projets à défendre pour, comme je vous le disais tout à l'heure, que la Nouvelle-Calédonie soit totalement intégrée dans un certain nombre de dispositifs d'État qui permettent des financements dont nous avons particulièrement besoin aujourd'hui pour redresser notre territoire. Un dernier point, Virginie Ruffetac, avant de conclure ce magazine. Dans un autre domaine, il y a l'élection en octobre du président des Républicains, le Parti national, dont vous êtes adhérente. Vous soutenez Christian Jacob ? Ça vous paraît être le meilleur candidat pour reprendre la présidence du parti ?
Oui, je soutiens complètement Christian Jacob. Alors, pour différentes raisons. D'abord, parce que c'est l'une des rares personnalités nationales à avoir affirmé à plusieurs reprises, et notamment quelques semaines avant notre référendum, que pour lui, la Calédonie devait rester dans la France, que c'était son intérêt, que c'était l'intérêt des Calédoniens que de rester dans la France. Et puis, il a de l'affection pour la Nouvelle-Calédonie et pour les Calédoniens. Donc ça, c'est très important pour nous d'avoir à Paris des personnalités de cette nature. Ensuite, j'admire la loyauté, la fidélité de Christian Jacob vis-à-vis de sa famille politique. Je considère qu'en France, nous avons besoin d'avoir une droite qui se reconstitue et retrouve de l'unité. Et je pense que Christian Jacob ne prétend pas à un poste de président de la République ou à candidater. Il a l'ambition de reconstruire notre famille politique. C'est une noble ambition et je le soutiens complètement. Nous venons hier je viens de faire partir un certain nombre de parrainages à son intention, puisque il y a 3 candidats, vous savez, pour l'élection du président des Républicains. Et donc, il y a eu un grand nombre de soutiens pour la candidature de Christian Jacob venant des Calédoniens. Et j'espère profondément qu'il sera le futur président des Républicains. Élections qui se tiendra le 13 octobre prochain. Un parti qui se situe ou qui se situera résolument dans l'opposition au président de la République, enfin Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a aujourd'hui un vrai travail sur les valeurs des Républicains. Il y a des conventions qui sont menées. L'objectif justement de cette restructuration de la famille des Républicains, c'est de retrouver leur positionnement face effectivement, comme vous le disiez, à Emmanuel Macron qui est président de la République, En Marche. Et je pense que c'est toute la profession de foi et tout ce que va faire en termes de programme Christian Jacob, qui va rentrer en campagne désormais rapidement, avant ce vote, sera l'occasion de développer effectivement le positionnement des Républicains au niveau national. Il y a une place importante pour cette droite française, républicaine. Elle doit exister, elle ne doit pas disparaître. C'est tout l'objet aussi du soutien que je porte à Christian Jacob. Vous aurez l'occasion de nous en reparler d'ici octobre. Merci d'accepter notre invitation à ce magazine Transparence. Merci.